Tu veux absolument avoir ton financement, eh ben, regarde bien cette vidéo, c'est ce qui va te permettre de ne jamais être bloqué par les banques. Je répète, tu cherches à avoir ton financement, ce schéma te permettra de ne jamais être bloqué par les banques. Alors, en fait, j'ai mis en comparaison deux types de stratégies qui sont pour le moins les plus faciles à mettre en place. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis l'achat de résidence principale versus le premier investissement locatif et ainsi de suite. En fait, ce qu'il faut voir dans ce schéma-là, dans ce tableau, c'est qu'à budget identique, il y aura plus ou moins des annexes à fournir et vous allez avoir l'accord directement auprès de la banque en fonction de l'exploitation que vous en faites. Par exemple, comme vous le savez, l'achat d'une résidence principale, vous allez pouvoir avoir plus facilement un oui de la banque. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se fait très fréquemment et la plupart des banques sont OK de vous suivre dans l'acquisition de votre résidence principale. C'est pour ça qu'à la suite des éléments, vous allez voir qu'il n'y a pas forcément d'obligation de fournir des annexes. Donc c'est aussi une excellente stratégie, d'une part pour capitaliser, pour se construire un patrimoine, et aussi une excellente stratégie de développer un projet d'achat en résidence principale, et après changer d'avis, le mettre en locatif. Mais pour faire ceci, il faut encore que vous puissiez le faire. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous habitez dans une ville où vous ne pouvez pas acheter, bah vous allez avoir beaucoup de difficultés à dire que l'achat d'une résidence principale se trouve à 200-300 km de là où vous travaillez. La banque va dire que là, il y a un problème. C'est pour ça que ce type d'exploitation peut être intéressante si là où vous vous trouvez, vous pouvez faire passer ça en achat d'une résidence principale plutôt que dire tout de suite qu'il s'agit d'un investissement locatif. Alors, qu'est-ce qui est bien dans ce tableau, dans cette comparaison? En fait, à budget équivalent, vous allez voir que l'exploitation, par exemple, à 150 000 euros quand c'est pour votre résidence principale, la plupart des banques vont vous dire oui très facilement. Si c'est de la location, un premier investissement, bah là, vous allez devoir fournir des éléments supplémentaires. Donc, c'est pour ça que je vous préfère, je dis toujours d'acheter sa résidence principale, même si vous changez d'avis et que c'est finalement un investissement locatif déguisé. Assurance, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que là, vous n'avez pas besoin de rassurer l'organisme bancaire en disant, voilà, j'ai souscrit à mes locataires une garantie de loyer impayé ou bien une garantie visale. La banque sait que c'est pour vous, donc elle va regarder simplement votre salaire. Ensuite, la pondération. La pondération, qu'est-ce que c'est? C'est que la banque va volontairement minimiser les loyers que vous allez percevoir. Et là, vous allez devoir tenir compte de soit 70%, 80, 90, des fois même 100%. C'est-à-dire que des fois, la banque ne prend pas de pondération. Elle tient compte de vos loyers réels. Mais il faut quand même que vous l'anticipiez pour pouvoir rester dans la barre des 35%. Donc vous voyez, ça met quand même des frictions et des contraintes supplémentaires. Alors que la résidence principale, vous pouvez être au-delà de 35%. Lorsque c'est pour une résidence principale, la banque peut très facilement déroger à ça. Parce que si vous êtes jeune ou si vous êtes en début de carrière, bah, elle sait que volontairement vos loyers, enfin, votre salaire va croître parce que vous allez prendre en responsabilité, vous allez prendre des compétences, etc., etc. Également, assurance crédit. C'est là que ça devient intéressant. En fait, il y a certaines banques, quand vous avez dire que vous l'achetez pour 150 000 et plus, bah, la banque a envie de vous suivre, elle vous dit oui, mais après, ce n'est pas elle qui décide. Elle va devoir avoir l'aval, la garantie, par exemple, par une assurance externe, qui est soit Crédit Logement, soit la SACEF, qui va dire oui, en cas de défaillance de la personne mandataire demandeur de crédit, eh ben nous, on rembourse la banque. D'accord? Et ça, ben, il se peut que si cet organisme-là refuse le financement, refuse de vous assurer, ben, la banque va capoter le dossier. C'est-à-dire que même si la banque, elle vous dit oui et que l'assurance du crédit vous dit non, vous ne serez pas financé. Alors, il existe une subtilité, c'est l'hypothèque. C'est pour ça que j'ai dit au choix. C'est-à-dire qu'avant même de demander un crédit, vous devez savoir quelle est l'assurance que la banque va demander. Donc, pertinemment, si vous savez que vous êtes au-dessus de 35%, vous le savez pertinemment, vous le calculez, le courtier vous l'a dit, ah, ça risque d'être chaud, c'est un peu compliqué, vous êtes dans un dossier un peu bancal, et bien avant même de faire cette présentation de cette demande de crédit, vous allez demander à l'organisme quel type d'assurance elle a besoin pour valider un crédit. Est-ce que l'hypothèque peut être mise en place? Et ce qui se passe, c'est que des fois les organismes disent on passe d'abord par crédit logement. Si Crédit Logement refuse, eh ben des fois on ne peut plus passer par l'hypothèque. Alors que certaines banques te disent on passe par Crédit Logement, si elle refuse, eh ben on verra avec une hypothèque. Mais l'hypothèque, il y a des critères à respecter pour pouvoir être financé sur l'hypothèque.
Quand vous allez faire des investissements locatifs, ben, c'est encore plus restreint. C'est-à-dire que, vu qu'elle sait que c'est pas pour vous, donc là, c'est vraiment un business que vous montez avec un business plan, un dossier bancaire, ce que vous voulez, et ben là, il faut que l'hypothèque puisse absolument couvrir cette demande de crédit. Typiquement, si vous demandez un crédit à 150 000, mais que la valeur de votre bien est de 130 000, bah, l'hypothèque va très difficilement fonctionner. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien se rassurer et bien acheter si vous passez par l'hypothèque. Enfin, les annexes. Bah, comme c'est de la résidence principale, il n'y a pas d'annexe à fournir. Il n'y a rien. Elle voit votre salaire, elle sait que c'est pour vous, pour y vivre. Si vous avez une famille, bah, ça va être plus intéressant par rapport à votre loyer que vous percevez. Alors que là, il faudra justifier ce que vous demandez. Faudra justifier avec attestation de valeur vénale, c'est votre acquisition votant dans l'État. C'est-à-dire que vous achetez à un certain prix, et bien cette attestation vénale qu'une agence immobilière peut et doit vous fournir pour pouvoir rassurer l'organisme que ce sont des pièces qui vont vous être demandées. Donc, attestation de valeur vénale et également attestation de valeur post-travaux. Si jamais vous achetez une ruine, entre guillemets, ou quelque chose qui n'est pas très joli, il faut qu'on puisse se projeter avec des travaux. Est-ce que la valorisation des travaux que vous allez faire dessus permettra d'augmenter le prix de votre acquisition? Et bien ça, ce sont des éléments à fournir. Donc il faut toujours bien le penser, parce que si vous arrivez, vous ne voulez pas passer par un courtier, vous préférez vous dire « je suis suffisamment compétent, je vais y aller moi-même », et bien si vous n'avez pas ces pièces-là, vous allez faire des allers-retours et ça peut capoter le dossier. Enfin, dérogation. Oui, c'est plus de 35%. Lorsque vous allez acheter la résidence principale, la banque a plus de facilité à vous octroyer un crédit, même si vous êtes au-delà de 35%. 36, 37, 38, 39, parce que c'est quelque chose qu'elle comprend vu que c'est la résidence principale. Si historiquement vous avez toujours payé votre loyer en temps et en heure, il n'y a pas eu de soucis, vous n'êtes pas en train d'à chaque fois de déménager, elle comprend que vous êtes stable, donc pertinemment, elle va vous suivre dessus. Elle va se porter, entre guillemets, garantie, elle va faire le nécessaire pour que vous puissiez obtenir ce financement. Attention, quand vous faites une demande de dérogation, quand c'est pour du locatif, la fourchette est encore plus restreinte. C'est-à-dire que, admettons, la banque peut déroger 10% de ses clients, et bien dites-vous que dans les 10% de tout l'ensemble de ses clients, vous, c'est encore plus restreint, c'est peut-être 1%. D'accord? C'est une toute petite partie. Ça veut dire que si c'est 1%, si la banque a 200 clients, c'est-à-dire qu'il y a deux dossiers qui peuvent être dérogés. Vous comprenez ce que je veux dire? Si la banque a 200 clients, si c'est 1%, ça fait 2%. Deux clients. Deux clients, elle peut déroger. Donc, il faut être dans les clous et dans le timing. Donc, c'est pour ça que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas leur financement à cause de l'ensemble de ces éléments-là. Mais comme vous les savez, ça vous permettra d'anticiper pour pouvoir déroger à la règle. Et enfin, décision en interne. Ça, c'est la plus contraignante. C'est-à-dire que lorsque vous avez monté votre dossier, est-ce que le partenaire bancaire a le pouvoir de vous dire oui ou pas? Lorsque c'est de la résidence principale, bien évidemment, ce sera beaucoup plus facile de le faire financer. On regarde votre dossier, ça reste sous sa juridiction, sa délégation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en dessous d'un certain moment, je prends la responsabilité de dire oui, on finance. Crédit logement accepté, moi j'accepte, c'est financé. Si, par exemple, le pouvoir décisionnel doit être dans un autre organisme qui n'est pas en interne, c'est-à-dire que la personne ne vous connaît pas, elle n'a pas la relation avec vous. Ça veut dire que potentiellement, peut-être, comme elle ne vous connaît pas, elle n'a pas été rassurée, bah, elle peut refuser. Et vous allez devoir attendre. N'oubliez pas que vous avez 45 jours, hormis les conditions suspensives, pour trouver un crédit. Si dans ces 45 jours, vous n'avez eu que des refus, vous allez beau proroger, bah, ça ne va pas forcément être bon signe. Et tout le monde le sait. C'est pour ça qu'il y a énormément de refus bancaires, parce que beaucoup négligent ces trois règles. Donc quand on prend l'ensemble de ces éléments-là, quelle est la plus facile selon vous, la technique, la stratégie la plus facile, c'est quoi? L'achat en résidence principale, même si après vous faites de locatif. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de fournir tous les éléments qui sont ici. Le banquier, le partenaire bancaire, sait bien que ce n'est pas pour vous une résidence principale. Mais vous avez mis ça en place, vous avez tenu de tous ces éléments-là, et bien évidemment que là, on va vous suivre. Comprenez une chose, le financement est toujours facile à qui sait quoi demander et comment le demander. D'accord? Donc, envoie cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de faire son dossier bancaire, qui ne sait pas encore comment s'en sortir et qui est en difficulté, et les courtiers peut-être qui ont pris le dossier se disent « je préfère pas le prendre, c'est difficile »,
il faut prendre en compte tous ces éléments-là. Si tu as tous ces éléments-là, eh ben, je peux te confirmer que tu pourras avoir un oui sur ton prochain investissement ou ta prochaine acquisition. N'hésite pas à partager, liker et enregistrer, activer la petite cloche si tu es déjà abonné. Et si tu ne l'es pas, dépêche-toi de t'abonner. Je partage une vidéo chaque semaine sur le financement, l'acquisition, l'exploitation. Je te souhaite une belle journée. Let's go!